Le 28 avril 1934 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Lilium, texte intégral. Au beau temps du cinéma judéo-allemand, celui des grands films muets de Fritz Lang, de Dupont, puis des opérettes les mieux réussies de mademoiselle Liliane Harvey, on ne cessait de nous proposer en exemple l'activité ingénieuse et créatrice de M. Éric Pommer, le grand producteur. Ah, si nous avions un Pommer! Rien de plus fondé dans le principe que ses regrets. Aucun art, aucune industrie n'ont plus que le cinéma besoin de ces animateurs, à la fois inventifs, hommes de goût et bons financiers, dont M. Éric Pommer a été en Europe le type le plus accompli. En vertu du nettoyage des studios allemands, M. Éric Pommer, israélite, s'est installé chez nous. Nous le rencontrâmes pour une enquête l'été dernier, déjà repris par sa nouvelle tâche, enchanté, eût-on dit, de tout recommencer. Vous avez chez vous, nous dit-il, avec vos comédiens, vos scénaristes, vos décorateurs, d'admirables éléments que tous les autres pays vous envient. Mais personne dans votre cinéma n'a su jusqu'à présent les coordonner d'une façon suivie, non pas pour un film isolé, mais pour toute une production méthodique et d'une qualité artistique constante. Il était difficile de répliquer quoi que ce fût à des arguments dont nous connaissons tous dans le cinéma français la véracité. Mais les hommes tels que Pommer se jugent à leurs actes plutôt qu'à leurs paroles. Voici Lilium, le premier film d'importance auquel il est présidé à Paris. Monsieur Fritz Lang, le poète boursouflé mais parfois épique, presque toujours habile, des Nibelungen, de Métropolis, du Maudit, étant le metteur en scène. Le scénario est inspiré d'une pièce du Hongrois Molnár, qui fut jouée à Paris après-guerre par la compagnie de Pitoëf et dont nous n'avons pour notre part aucun souvenir. D'après ce que le cinéma a conservé au texte, Lilium semble très proche de ce mélange du naturalisme et du symbolisme qui constitue depuis Gerhard Hauptmann l'essentiel du théâtre germanique. Lilium est employé dans un manège forain. Il est beau, il a le poing rapide, beaucoup de bagou, les faveurs de sa patronne. Il la quitte avec son travail pour Julie, une petite bonne qu'il a débauchée. Loin de la lumière et du bruit des fêtes du quartier, Lilium n'est plus qu'un mauvais garçon, fainéant, querelleur, qui bat Julie, qui doit avoir cependant quelques sentiments honnêtes dans le cœur, puisqu'il n'abandonne pas sa maîtresse lorsqu'elle lui annonce une prochaine maternité. Mais aussitôt, Lilium ne voit d'autre moyen d'assurer le bonheur de Julie et de l'enfant que de faire un mauvais coup. On voit que la situation n'a rien de neuf. Nous sommes en plein mélodrame. Avec un rôdeur de barrière, Lilium attaque un encaisseur. Ils s'y prennent très gauchement. Poursuivi, Lilium se poignarde. Tout cela a été beaucoup trop lent. Cependant, voilà le héros mort et le film n'est pas au bout du métrage traditionnel. C'est que nous allons voir, comme dans Marie, autre légende hongroise, Lilium dans l'autre monde. Transcrivons fidèlement. Lilium est emporté par deux jeunes hommes sinistres. Ce qu'ils voient des sphères surnaturelles est conforme à l'imagination d'un pauvre diable naïf. Et c'est là une idée qui n'est pas très originale, mais pourrait permettre une parabole savoureuse et attendrissante. Lilium redoute la justice divine, mais cependant il crâne encore, lorsqu'il passe devant le grand commissariat, tout pareil à ce qu'il connut sur la terre. On projette, pour le confondre, le film de sa vie. Il y a un mouvement de remords, qu'enregistre aussitôt la mansuétude céleste. Ce gueux, plus malchanceux que corrompu, qui a tourné si mal parce qu'il ne voulait pas devenir concierge, s'en tire avec 16 ans de purgatoire, le temps nécessaire pour que sa fille grandisse. Car, suprême épreuve, Lilium, sa peine accomplie, est autorisé à redescendre un jour sur terre. Il revoit son enfant. Il lui dit que son père fut un scélérat, une brute. La petite s'indigne. Elle refuse l'étoile qu'il veut lui donner. Il se fâche. Il la frappe. Dans le ciel, on veut juger à nouveau l'incorrigible Lilium. Mais une larme versée par Julie sur terre fait pencher l'infaillible balance. Cette leçon de catéchisme en images manque de netteté.
Les épisodes de cette allégorie du bien et du mal devraient être beaucoup plus décisifs. On croit comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle rédemption par l'amour, mais il aurait été facile de la rendre plus intelligible. Dans la réalisation visuelle de cet épilogue, on a combiné un certain nombre d'effets qui sont tous d'une fantaisie facile pour atteindre à la poésie. Ce dont on louera le plus les auteurs de l'Ilium, c'est d'avoir su conserver un ton de bonhomie qui permet de tout dire, de tout montrer. De ce chef, le dernier chapitre, malgré ses intentions confuses, mérite d'être vu. Malheureusement, il faut traverser pour cela cette longue histoire si souvent écrite et à laquelle on n'a pas ajouté un seul accent vrai ou inattendu. Puis quelle ambiance déroutante pour un spectateur français. Les accès de frénésie des personnages, cette espèce de bacchanal que devient un manège de chevaux de bois, jure étrangement avec le lieu supposé de l'action, qui est Paris. Les auteurs, qui devaient s'en douter plus ou moins, ont voulu rattraper par le langage la couleur locale. Mais ils ont eu le tort d'appeler M. Bernard Zimmer, dont l'argot est le plus faux, le plus dénaturé qui soit jamais tombé de sa lourde et maladroite plume. Ces crudités faubouriennes, le nez retroussé de Mademoiselle Florel, l'air gavroche de M. Roland Toutain, égaré sous un éclairage pesant de studio berlinois, cela ne pouvait faire qu'un spectacle hétéroclite. Cette collaboration franco-judéo-hongroise ne crée pas une atmosphère respirable. Nous revenons à ce bizarre et ennuyeux pays cinématographique qui fut celui de quelques drames franco-allemands de la UFA, un no man's land beaucoup plus proche de la Spree que de la Seine, une Babel vidée de tout caractère, comme tout ce qui est purement réservé à un usage international, et qui se réduit à quelques aspects invariables dont les habitants ne peuvent que quelques gestes monotones. Nous n'avons aucun intérêt à ce que l'on acclimate cela chez nous. M. Éric Pommer souhaiterait faire de la France le nouveau centre d'un cinéma cosmopolite. Il ne nous apporte qu'un film métèque, de facture et d'esprit, et nous craignons qu'il en soit ainsi longtemps. En Allemagne, il pouvait broder autour d'un genre qui a depuis longtemps fait son tour du monde, l'opérette viennoise, en lui insufflant cependant un rythme qu'elle n'acquérait point sur un autre théâtre. À Hollywood, M. Pommer rencontrerait aujourd'hui un milieu si puissamment organisé, si autoritaire, qu'il serait sans doute fatal à un artiste. Mais un animateur comme l'ex-roi de l'opérette y prendrait aussitôt sa place, travaillant dans la ligne commune. Le cinéma français, au contraire, est si falot, si inconsistant qu'il n'a plus la force de rien assimiler. Il n'oppose rien à l'étranger qui vient y faire son trou et sa besogne. Il n'est pas davantage capable de lui assigner un rôle. Les comédiens français qu'a engagés M. Pommer paraissent à peine moins interloqués que nous par le compromis dont l'Ilium est le fruit. Cette légende, qui va du fait divers crapuleux au conte métaphysique, n'est ni dans leur goût, ni dans leur capacité. Mademoiselle Madeleine Oseret est comme une statue de plâtre, figée dans un sourire niais. Elle n'a pas une seule intonation juste. Mademoiselle Florel est désolante dans son personnage de commère foraine. Ne pourrait-on, ceci dit pour Mademoiselle Florel comme pour M. Bernard Zimmer, être populaire et même vert sans tomber dans cette vulgarité qui vous lève le cœur? M. Alcover, M. Regnault forcent sans cesse le ton et le geste. Seul M. Charles Boyer, l'Ilium, ajoute encore à sa maîtrise. Il est beau, vivant, entraînant, il est en train de devenir notre comédien d'écran le plus complet. Seul il s'efforce de mettre un peu d'ingénuité dans ce film qui en manque tant. Son physique, son caractère ne lui permettent pas toujours d'y parvenir. Ce raffiné était-il vraiment désigné pour jouer un simple, un être d'instinct ?